Bienvenue une fois de plus à votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler des engagements du chef de l'État. La dernière émission, nous avions parlé de 3 engagements, notamment les engagements de créer plus d'emplois, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat et l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous. Aujourd'hui, avec le professeur Guy Robert Silou, nous allons poursuivre analyser les 3 autres engagements. L'engagement d'intensifier la diversification de l'économie, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et l'engagement de renforcer l'efficacité des administrations publiques. Donc, les 3 derniers engagements qui restaient, nous devions les analyser avec le professeur Guy Robert Silou. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur Kambala. Nous terminons aujourd'hui les 3 autres engagements, les 3 derniers engagements que nous devions aborder. Pour vous, on parle de la diversification de l'économie, on parle de l'accès aux services sociaux de base, efficacité de l'administration publique. En résumé, comment vous les analysez, les 3 engagements? Ce serait beaucoup plus simple pour moi de les analyser en partant d'un économiste qu'on appelle Richard Musgrave. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante: l'État, c'est-à-dire les pouvoirs publics, ont en réalité 3 fonctions. Une des fonctions de l'État, c'est une meilleure allocation des ressources, ou l'allocation des ressources. Pourquoi? Parce que les marchés peuvent être défaillants. Et lorsque les marchés sont défaillants, c'est justement à l'État d'intervenir pour essayer de rétablir les équilibres. Une meilleure allocation des ressources, on va le voir tout de suite dans un des engagements du président de la République, c'est-à-dire la diversification de l'économie. Parce que pendant longtemps, nos économies, pour ne pas dire notre économie, a été complètement engluée dans une forme de monoproduction. On va revenir là-dessus, on va en parler. Le deuxième point, une des fonctions de l'État, ou pour ne pas dire une deuxième fonction, c'est la régulation de l'économie. C'est-à-dire qu'une économie peut être en crise et cette loi de l'offre et de la demande ou de l'autorégulation des marchés ne s'effectuant pas, c'est à l'État de venir, si vous voulez, à la rescousse de l'économie en général. Ça, c'est une deuxième fonction. La troisième fonction, c'est celle de la redistribution. Lorsque on parle redistribution, dont la vocation est entre autres, par exemple, de lutter contre les inégalités d'une part, et d'autre part, c'est de relancer l'activité économique. Et donc aujourd'hui, avec par exemple, on a bien vu qu'il y a eu une restauration par exemple de l'hôpital Mama Yemo, on est vraiment dans cette lutte contre les problèmes liés à la santé. Et donc ça, c'est le rôle de l'État qu'on va retrouver effectivement dans tout ce qu'on peut appeler les biens et services sociaux. Et donc on se rend bien compte que les 3 derniers engagements auxquels nous allons faire allusion, ça nous renvoie directement à cette sorte de triptyque avancé par Richard Musgrave, c'est-à-dire dans les 3 fonctions de l'État. Bon, on entre dans le vif du sujet, engagement d'intensifier la diversification de l'économie. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, expliquez-nous un peu la diversification. C'est quoi diversifier une économie? Mais, vouloir diversifier une économie, comme le dirait John Clark, hein, dans ce qu'il appelle la sectorisation des activités économiques, on s'aperçoit que nous avons aujourd'hui 4 secteurs d'activité. Au départ, lui, quand il avait poncé cette économie, il voyait 3 secteurs. Le secteur primaire, qui consiste en ce qu'on appelle l'extraction des matières premières. Et dans cette extraction des matières premières, rien que dans le secteur primaire, vous avez les activités agricoles, vous avez les activités minières, et puis vous pouvez arriver jusqu'à ce que concerne les ressources halieutiques, et même au niveau de tout ce qui est activité forestière. Et donc là, lorsque vous réfléchissez par rapport à la situation du Congo, on s'aperçoit tout de suite qu'on se contente exclusivement
dans notre pays de rester dans le domaine minier. Et on va en reparler. Et donc là, vous êtes dans le secteur primaire. Ce secteur primaire, vous vous rendez bien compte, dans l'explication que je viens de donner, il est complètement atrophié. On ne parle que du secteur minier et pas des autres activités qui sont liées au secteur primaire, c'est-à-dire les activités agricoles et le reste. Et donc, dans la diversification, il ne suffit pas seulement de rester dans cette activité minière, mais il faudrait déjà élargir rien que dans le secteur primaire. Lorsqu'on sort du secteur primaire, on bascule dans le secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est celui de la transformation des matières premières. C'est-à-dire là, on est avec les industries. Aujourd'hui, au Congo, ce n'est pas à vous que je vais le dire, M. Kambala, on se rend bien compte qu'il y a un déficit flagrant des industries. Nous n'avons pas des industries de transformation, donc on est obligé de rester confiné dans une division internationale traditionnelle du travail, c'est-à-dire que nous ne sommes que des fournisseurs des matières premières à faible valeur ajoutée, ce qui peut expliquer plusieurs conséquences. Presque sans valeur ajoutée, monsieur le professeur. Sans valeurs ajoutées, et donc ce qui nous pose problème, par exemple, par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme étant la dégradation des termes de l'échange. Mais je vais en parler dans les minutes qui vont suivre. Là, j'étais sur le secteur secondaire. Donc il y a déficit aussi là-dessus. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en République démocratique du Congo, on est passé du secteur primaire très atrophié et on a fait abstraction, pour ne pas dire on a fait fi du secteur secondaire pour basculer directement dans le secteur tertiaire. Or, le secteur tertiaire, vous le savez très bien, Monsieur Kambala, c'est un secteur qui est moins productif. Quand je dis moins productif, dans le sens où la productivité dans le secteur tertiaire est très faible, et si la productivité est très faible, on ne peut pas bénéficier des gains de productivité. Si on ne peut pas bénéficier des gains de productivité, notre croissance est faible, et donc derrière aussi, on a du mal à se développer. Et il y a un dernier secteur auquel les premiers économistes n'avaient pas pensé. Aujourd'hui, on est dans le quaternaire, c'est-à-dire celui des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, on se rend bien compte que vouloir diversifier notre économie, c'est ne pas seulement nous contenter du secteur minier, oui, même si ce secteur, dans notre PIB, nous rapporte près de 9 milliards l'an, ce qui est considérable, mais on va se rendre compte que c'est quand même une croissance appauvrissante. Donc on a intérêt à vouloir diversifier notre activité ou nos activités économiques pour un meilleur développement qui est source aussi de meilleure croissance. C'est aussi un syndrome hollandais, mais qu'on va en parler d'ici là. Monsieur le professeur, parlons un peu de l'économie de l'ère coloniale. Est-ce qu'avions-nous une économie? Oui, sous l'ère coloniale, on avait une économie qui était dictée par cette division internationale du travail. C'est-à-dire que le colon était là exclusivement pour exploiter nos ressources naturelles. N'oublions pas, on l'avait dit une fois, nous sommes en présence d'une colonie d'exploitation. Donc on est là exclusivement pour exploiter nos ressources naturelles que nous sommes censés exporter et en retour, on nous vend des produits manufacturés avec une certaine valeur ajoutée, d'où le fait que sous l'ère coloniale, on n'était que des fournisseurs des matières premières, des ressources naturelles. Parce que dans le cadre d'une production, il faudrait toujours penser au fait que nous avons besoin des différents facteurs de production. Le facteur travail, il n'y a de richesse que d'hommes, comme pourrait le dire Jean Baudin. Donc les ressources humaines, nous les avons. Et derrière, on avait quand même le capital. Le facteur capital, c'est-à-dire le capital technique, vous avez le capital fixe et le capital circulant, les matières premières et ainsi de suite, les ressources hydrauliques, énergétiques qui vont avec. Et en même temps, on rajoute quand même les ressources naturelles. Et les ressources naturelles, nous en avons. Et peut-être que, on va voir que ce n'est pas toujours une très très bonne chose pour nous. D'où il y avait une monoproduction. Oui, là on était vraiment dans une forme de monoproduction. Pensez par exemple à l'époque coloniale, lorsque on était dans un État indépendant du Congo qui appartenait à Léopold II, on était là pour fournir quoi? Le caoutchouc.
Parce que derrière, on regarde ce qui se passait en Europe, c'était l'ère de l'automobile, de l'industrialisation, et donc là, ils avaient besoin du caoutchouc, et donc nous, on ne fournissait que cela parce qu'on en avait en abondance. Et donc là, on se rend bien compte que jusqu'aujourd'hui, le schéma productif n'a pas beaucoup changé. On était déjà dans une forme de monoproduction. Et lorsqu'on bascule aujourd'hui en RDC, on reste toujours dans cette forme de monoproduction avec les minerais que nous avons et qui constituent la richesse prépondérante de la RDC. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, est-ce que la RDC est-elle victime de ce syndrome hollandais? C'est une malédiction, nos ressources humaines, nos ressources naturelles, disons. Vous savez, ça c'est une question de fond. Il ne faudrait pas qu'on arrive à l'éluder. Tout dernièrement, je suivais une conférence qui a été faite à l'UNIKIN et disons que les personnes qui ont eu à prendre la parole, et ce sont des éminentes personnalités, considéraient par exemple que ce syndrome hollandais était un artefact. Or, moi je dis non. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du syndrome hollandais, qu'est-ce à dire ? Aux Pays-Bas, puisque là, on est dans ce pays européen, ils avaient découvert du gaz dans les années 50-60. Ils ont découvert le gaz et ils se sont focalisés exclusivement sur la production de cette ressource naturelle. Et on a vu que derrière, comparativement aux autres pays européens, les Pays-Bas, ce pays-là, était en retard sur le plan de la croissance et sur le plan du développement. Pourquoi? Parce que le fait d'extraire en grande pompe cette ressource naturelle, ça engendrait le phénomène d'inflation. C'est-à-dire que tout d'un coup, leur monnaie s'est vite appréciée, et de cette appréciation, puisqu'on n'était que dans ce secteur-là, les autres productions étant complètement abandonnées, il y a un effet de déversement qui va se produire et cet effet-là a pour conséquence d'augmenter les prix dans ces activités. Pourquoi? Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. L'offre étant inférieure à la demande, les prix augmentent. Et donc, ce qui nous arrive aujourd'hui en RDC, c'est quasiment le même topo. Je vais reprendre les choses de manière un peu beaucoup plus pédagogique. Lors de nos indépendances, en 1960, même avant les années 60, on avait constaté déjà qu'il y avait des embryons d'une sécession katangaise. On parlait de Tchombe et ainsi de suite et ses acolytes. Pourquoi, selon vous, cette région ou cette province voulait-elle se départir de l'ensemble? Mais parce que tout simplement, le Katanga regorge des mines qui sont faramineuses, inconsidérables, et voire même infinitésimales. Et donc, lorsqu'on rentre dans cette logique, on se rend bien compte que les ressources minières que nous avons, au lieu que ça puisse être une bénédiction, c'était déjà source de sécession, de conflit. Oui. Donc là, nous sommes dans une forme de source de conflictualité, due à quoi? À nos ressources naturelles. Et aujourd'hui, la guerre qu'il y a à l'Est est due à quoi? Mais parce que nous avons cette manne qui nous tombe du ciel, qui devrait faire notre bonheur, malheureusement, ça fait notre, je vais être tautologique, ce malheur qui fait notre malheur. C'est-à-dire que comment essayer de sortir de ce syndrome hollandais? C'est peut-être en pensant à autre chose. Mais je vais revenir encore là-dessus, sur ce syndrome hollandais, en ce qui nous concerne, nous, la République démocratique du Congo, pour dire que ce n'est pas un artefact, mais c'est plutôt quelque chose sur lequel nous devons réfléchir, et afin de comprendre l'utilité de la diversification de notre économie, pour ne pas dire de nos économies. Aujourd'hui, on s'attarde sur ces minerais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. Le paysan qui est juste à côté, vu que le secteur minier est beaucoup plus productif, avec des gains de productivité supérieurs, avec un niveau de profitabilité qui est élevé et avec une rémunération qui est aussi importante, mais les gens ont déserté complètement les champs
pour se retrouver uniquement dans l'activité minière. Exactement. L'agriculture est négligée dans le Grand Katanga, dans le Grand Kasaï. L'agriculture est négligée. Mais c'est tout à fait logique. Mais c'est par rapport justement à cette malédiction des ressources minières ou des ressources naturelles. Ça nous rapporte beaucoup de devises. Tant mieux pour nous. J'ai dit tout à l'heure, ça nous rapporte à peu près chaque année 9 milliards. Mais sauf qu'il y a des effets collatéraux qui sont complètement négatifs, au point qu'il puisse y avoir une forme de désertification des activités qui pourraient nous rapporter aussi des dividendes, pour ne pas dire un taux de marge relativement important. Et derrière, on peut encore poursuivre le raisonnement pour dire que ce n'est pas un artefact. Le simple fait qu'on puisse tous se focaliser sur ça, ça engendrait quoi aussi? La corruption. On se rend bien compte que la corruption bat son plein, mais ça bat son plein où? Dans cette partie est de la République, parce que c'est là où tout se joue, et donc ça devient quelque part contre-productif par rapport à notre économie. Et donc il serait temps qu'on puisse vraiment diversifier cette économie, c'est-à-dire développer les autres secteurs d'activité et les autres... C'est un impératif. Ça devient un impératif. Monsieur le professeur Guiraud, prenons l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base. L'eau, l'électricité, la santé, l'école. Que doit faire le chef de l'État? Parce que ce sont ses engagements. Mais là, vous passez peut-être sur le deuxième engagement, là. Là, vous parlez de l'électricité, de l'eau. Vous dites que doit faire le chef de l'État? Parce que ce sont ses engagements. Il a promis. La promesse est une dette. Mais vous savez aussi, Monsieur Kambala, je vais vous dire les choses le plus simplement possible. Et avec une sincérité qui se fonde sur la science économique et voire même la science politique. Le président de la République s'est engagé, et là c'était le candidat président, lors de la campagne préélectorale, qui s'était engagé à mettre en place ce projet de société. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est en place a repris ses engagements comme étant le leitmotiv de son programme quinquennal, s'il faut le dire ainsi. C'est une bonne chose. Maintenant, le président de la République ne peut travailler qu'avec le chef de gouvernement actuel, donc notre première ministre, et le gouvernement qui est en place, avec toute l'administration publique. On reviendra sur l'efficacité de l'administration publique. Et là, on revient sur ce qu'on appelle une meilleure allocation des ressources. Hier, j'apprenais aux grandes dames qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo importe de l'électricité. Là, il y a un réel problème. C'est-à-dire que pendant longtemps, la République démocratique du Congo a été exportatrice de l'électricité. Or, aujourd'hui, la tendance s'est inversée au point de devenir importatrice de l'électricité. Avec tous les barrages hydrauliques que nous avons, aujourd'hui, on parle du barrage de Inga et ainsi de suite. Donc, c'est complètement incongru d'en arriver là. La vraie question, c'est au niveau de la prise de conscience qui devrait nous inciter à mettre les moyens nécessaires pour sortir un peu de cette léthargie dans laquelle on est en train de croupir. Et cette léthargie devient mortifère pour notre croissance et pour notre développement. L'eau, ben, là aussi, il s'agit de mettre un budget là-dessus. Il faudrait que nous puissions vraiment réfléchir pour que ce genre de besoins fondamentaux d'une population ne puisse pas être tronqué. L'électricité est indispensable pour le fonctionnement de nos entreprises, de nos industries, même s'il n'y en a que très très peu, mais on a besoin de tout cela pour que nous puissions connaître un peu le nirvana. Et ça y va de même pour l'eau. On en a en foison, on a un deuxième fleuve mondial au niveau de son débit, et donc on ne peut pas... Mais il y a plusieurs rivières, il y a plusieurs lacs, il y a plusieurs fleuves, et donc ce sont des éléments que nous avons en abondance. Et une fois de plus, ce n'est pas un artefact que de constater que nous sommes entourés
de ces ressources naturelles qui abondent, mais sauf qu'on n'arrive pas à se développer. Et donc là, je pense que je ne suis pas non plus pessimiste, mais je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas très bien agencées pour que nous puissions... Un plan Marshall, à l'instar de plan, un plan Marshall s'impose-t-il à l'heure actuelle pour soutenir cet engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base? Je suis souvent opposé à ce terme de plan Marshall. Mais je comprends tout à fait ce que vous dites, M. Kambala, mais parce que plusieurs hommes politiques congolais ont tendance à reprendre cette expression. Le plan Marshall a été mis en place en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, Marshall, je vous rappelle que c'était un général états-unien, pour ne pas dire américain, parce que quand on dit américain, c'est un peu vaste, le continent américain vaste, voilà pourquoi je préfère dire c'est un général états-unien. Mais je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un plan Marshall, ça risque de nous renvoyer à une intervention extérieure qui serait salvatrice, au point de pouvoir dire aux autres, venez à notre rescousse, parce que nous, Congolais, nous sommes incapables de résoudre nos problèmes. Voilà, il faudrait bien que le général Marshall, entre guillemets bien entendu, puisse être ressuscité pour essayer de relancer nos économies et notre manière de penser la société dans sa globalité. Mais il faudrait peut-être repenser tout simplement un plan. Je ne sais pas comment on va l'appeler, qui serait l'initiateur de ce plan pour que nous puissions nous pencher. Oui, par exemple, Congo, tout simplement, mais, ou un plan de refondation, de reconstruction et ainsi de suite. Pourquoi toujours qu'il y ait des patronymes derrière? Parce que ça aussi, on rentre dans une forme de vénération qui n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Là, ce qui importe, c'est l'efficience, l'efficacité, et pas tout simplement donner des attributs aux uns et aux autres. Mais je pense que c'est indispensable qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour essayer de trouver des solutions, parce que je pense que là, les choses se passent relativement mal. Il y a des gens qui posent, enfin pas des gens, et des observateurs qui posent la problématique de moyens. Avons-nous les moyens pour soutenir cet engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base? Mais avant de revenir, je vais répondre à votre question. Je ne cherche pas à l'esquiver ni à l'éluder. Vous savez, lorsqu'on parle des plans sociaux, des droits sociaux, je l'avais dit dans l'introduction, dans cette sorte de préambule, on est dans le cadre de la redistribution. D'accord? Qui dit redistribution dit d'abord lutte contre les inégalités d'une part, et d'autre part, j'ai dit c'est relancer l'activité économique. Mais en même temps, on revient sur quelque chose qui est très important. On est aujourd'hui dans le libéralisme économique. C'est-à-dire que c'est le mainstream, c'est cette sorte d'idéologie, même si on est sur le plan économique, bien sûr, on est quand même traversé par des modèles de pensée. Et là, c'est une idéologie qui traverse l'économie en général. Et ce qu'il faudrait se dire, Monsieur Kambala, au lieu d'être seulement dans un État dit libéral, au niveau des droits sociaux, on bascule sur l'État-providence. Cet État-providence date des années 30-33, en Occident bien entendu. Mais pourquoi les années 30? Parce que là, on sortait de la grande crise de 29, et selon les libéraux, on en a déjà parlé plusieurs fois, selon les libéraux, l'économie devait s'autoréguler et l'économie devait retrouver son état habituel. Mais sauf que ça ne s'est pas passé ainsi. Et à partir de là, on a eu par exemple en Grande-Bretagne, Sir Beveridge, qui a eu cette idée justement de penser à une intervention de l'État dans le domaine social. Ce qui va être repris aussi et intensifié, amplifié par un certain John Maynard Keynes. Mais à cela, ça nous renvoie à quoi? C'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Ça nous renvoie aussi aux politistes ou politologues comme Alexis de Tocqueville. Que dit Alexis de Tocqueville? Alexis de Tocqueville est dans une logique qui est relativement simple. La logique de Tocqueville veut que lorsque nous sommes en démocratie politique, il ne faudrait pas seulement se contenter de cette démocratie politique. Il faut basculer aussi sur la démocratie sociale. Et cette démocratie sociale ne peut être que le résultat d'une forme d'État-providence qui serait au rendez-vous. Maintenant, je reviens, pourquoi ai-je
pris le temps de remonter un peu à la genèse de l'État-providence, c'est pour dire que ça fait partie de la démocratie dans sa totalité. On ne mange pas la démocratie. Mais exactement, on ne peut pas manger la démocratie. Il faudrait qu'il y ait ce pont de la démocratie sociale. Oui. Mais comment financer cela? Aujourd'hui, on le sait très bien, que nous avons une assiette fiscale qui est moins large. On ne paye pas beaucoup d'impôts en RDC. Parce que ça, il faudrait qu'on puisse en être conscient. Et en même temps, j'ai souvent entendu cette expression, et je la reprends à bon escient, j'entends souvent parler du coulage des recettes fiscales. Déjà, cette assiette est moins large, et de surcroît, il y a des problèmes de coulage des recettes fiscales. Restons sur la TVA. Il n'y a pas longtemps, il y avait une idée qui avait été émise par la Banque centrale congolaise de vouloir mettre en place les TPE, c'est-à-dire ces terminaux. Voilà, tout à fait. Mais ces terminaux-là devraient faciliter justement ce problème de recettes fiscales. Mais pour cela, ça nécessite encore d'autres attributs pour que les choses puissent être bien faites. C'est-à-dire que, au niveau de la TVA, parce que lorsque vous allez dans d'autres pays, j'ai souvent cité la France, le pays que je connais le mieux, puisque j'y habite depuis longtemps, la TVA, c'est quasiment la première recette fiscale de l'État français. Mais sauf qu'ici, il y a des transactions qui sont réalisées hors circuit officiel, hors circuit formel, et on est davantage dans l'informel. Or, ce qui veut dire que ces recettes fiscales des pouvoirs publics se réduisent comme peau de chagrin. Et donc là, c'est au pouvoir public, on parlera de l'efficacité des administrations publiques, c'est un des engagements, il faudrait que ces administrations publiques puissent être les plus efficaces possibles pour essayer de renflouer les caisses de l'État et se lancer justement dans ces politiques sociales qui sont indispensables. Vous le savez très bien, M. Kambala, et le président de la République, dans ses engagements, a tout à fait raison. Maintenant, c'est la praxis qui devrait lui donner raison en cœur, dans le sens où la pauvreté bat son plein dans notre pays. La pauvreté, le paupérisme est extrême. Et là, quand je le dis, j'observe autour de moi, quand je suis à Kinshasa, la misère, elle est omniprésente. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas que des fonctionnaires. Il n'y a pas que des fonctionnaires. D'où certaines mesures qui ont été prises par le président de la République dans son premier mandat. La gratuité de l'enseignement, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas parfaite, cette gratuité, mais il faut davantage l'améliorer. Pour cela, il faudrait se lancer dans la réalisation, dans la construction des écoles, et ainsi de suite. Mais là, on est dans le processus de ce qu'on appelle la massification scolaire. La massification scolaire, c'est déjà un début, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui devrait être une fin en soi, c'est ce qu'on appelle la démocratisation scolaire. C'est-à-dire que le fils d'ouvrier puisse aussi améliorer son statut social au même titre que le fils d'un cadre supérieur. Et là, on revient sur une notion qu'on appelle la fluidité sociale. C'est-à-dire qu'il faudrait bien que dans une société qui se veut démocratique, que cette société puisse être fluide. C'est-à-dire que ça ne puisse pas être seulement les enfants des riches qui puissent réussir au point d'être dans une reproduction sociale qui serait très très forte. On s'attend à ce que même le fils le plus malheureux possible, grâce à cette massification, puisse aussi bénéficier de cette démocratisation scolaire pour pouvoir réussir. Et dans ce cas, que faudrait-il faire? Ce n'est qu'un exemple, parce que je vois bien les réponses parfois qui peuvent fuser. C'est bien d'être dans la théorie, mais quelle pourrait être la pratique? Mais vous savez, un enfant qui va à l'école, c'est sur un temps bien limité. Après, il rentre chez soi. Lorsque l'enfant rentre chez soi, il faudrait que la nuit tombée,
il faudrait qu'il puisse avoir de l'électricité, il faudrait qu'il puisse avoir de la lumière pour continuer à faire ses travaux. Mais lorsque cet enfant a des parents qui sont pauvres, il faudrait que cet enfant puisse être capable d'avoir un livre à côté et ainsi de suite. Et donc là, qu'est-ce qui reste au pouvoir public? De mettre en place des bibliothèques. Moi, je suis effaré. Peut-être que je ne maîtrise pas très bien ce dossier, mais je souhaiterais qu'on puisse m'apporter des lumières nécessaires. Il n'y a pas une grande bibliothèque qui pourrait accueillir les étudiants, les lycéens, les écoliers de ce pays, parce que tout le monde n'a pas les moyens financiers de s'offrir des manuels pour essayer d'aller de l'avant. Et donc, gratuité, c'est bien, mais il faudrait penser aussi à la démocratisation. Et là, je pense que nous avons des moyens, mais sauf que l'État doit être de plus en plus dans ses attributs, beaucoup plus efficace pour essayer d'élargir dans un premier temps l'assiette fiscale. Et là, à partir de là, on peut avoir suffisamment de subsides pour essayer de financer ces projets. Et d'ailleurs, je ne peux pas seulement m'arrêter au niveau de la gratuité de l'enseignement, on parle de plus en plus de la couverture santé universelle. C'est un beau projet, mais là, on est aussi dans une république qui se veut démocratique, on est aussi dans ce qu'on pourrait appeler la solidarité. C'est cette solidarité qui existerait dans notre pays qui devrait nous permettre de déplacer les montagnes. Et c'est ça qui est aussi très très important. Donc cette couverture santé universelle, elle est la bienvenue, mais il faudrait maintenant se donner les moyens de réaliser cela à bon escient. Dans cette redistribution pour lutter contre les risques sociaux, il n'y a pas lieu, monsieur le professeur Guy Robert Silou, de numériser aussi nos moyens de paiement, afin d'éviter ce qu'il y a comme coulage de recettes. Mais vous savez, pour éviter ce problème de coulage de recettes, comme vous le dites, vous avez raison de penser à cette forme de numérisation, mais qui pourrait être encore soutenue par une forte bancarisation du citoyen congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que ceux qui possèdent un compte bancaire, ce sont relativement les privilégiés. Or, dans des pays développés, effectivement, avoir un compte bancaire, c'est à la portée de n'importe quel kidam. Tout le monde devrait avoir un compte bancaire. Et à partir de là, il y aura un meilleur suivi des comptes des uns et des autres. En dehors de cette numérisation, bien entendu, là, on se retrouve dans un système qui serait connecté au point d'avoir toutes les informations possibles. Cela nous renvoie aussi à une forme d'identification de chaque Congolais. On se rend bien compte que nous avons des petits soucis aujourd'hui, par exemple au niveau de la carte d'identité. Tout le monde n'en possède pas. Je pense que le projet avait été lancé, le chef de l'État en avait reçu une carte d'identité, et après je crois que le processus ou le process s'est complètement estampé. Pour quelles raisons? Là-dessus, il y a des enquêtes de l'IGF qui a arrêté... Voilà. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas cette identification non plus, les choses vont être beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que là, il faudrait bien que notre pays puisse rentrer, et je suis un peu sévère, mais c'est à bon escient. Comme on le dit aussi en français, qui aime bien, châtie bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il est temps que la République démocratique du Congo puisse rentrer dans la modernité. Un État moderne, c'est cet État qui est capable de recenser toute sa population. Savoir qui est M. Kambala, quelle est sa trajectoire au niveau professionnel, au niveau marital, matrimonial, et ainsi de suite. Or, ça, l'État congolais n'est pas capable de fournir ce type d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reviens par exemple sur la CSU, c'est-à-dire cette couverture santé universelle. Avons-nous une pyramide des âges actualisée? Savoir quel est par exemple le nombre de femmes que nous avons dans notre pays qui sont susceptibles de procréer. Il faudrait qu'on puisse avoir ces statistiques-là, et à partir de ces statistiques, on pourrait, par exemple, envisager aussi le budget qu'on est supposé allouer pour qu'il y ait une forme d'efficacité, parce que lorsqu'on dit la maternité, entre guillemets bien entendu, gratuite,
Mais il faudrait qu'on puisse avoir quand même un recul nécessaire, identifier la population qui est concernée par ce projet. Or, on navigue un peu dans le brouillard, et lorsqu'on est dans le brouillard, on est dans des estimations, des approximations, ce qui ne peut pas vraiment être très... Et la vision n'est pas claire là-dessus. Monsieur le professeur Guy Robert Sulou, prenons les derniers engagements qui consistent à renforcer l'efficacité des administrations publiques, c'est-à-dire construction de routes, des aéroports, des sites touristiques, réduire la facture numérique sur l'ensemble du pays. Monsieur le professeur, où trouver, on va en parler des moyens, mais il y a un problème. S'il n'y a pas cette volonté politique, c'est tous ces engagements, les premiers engagements qu'on a vus dans la dernière émission et les 3 autres ici, ça ne peut pas se réaliser. Il y a un problème d'engagement, de volonté politique aussi. Mais vous savez, Monsieur Kambala, avant de rentrer dans le vif du sujet, on est en train de parler des administrations publiques. Une administration publique, au sens économique du terme, est un secteur institutionnel. Donc c'est un agent économique qui devrait être mu par une forme de rationalité. D'accord ? Au même titre que les entreprises privées, dans une certaine mesure. Mais bien que, lorsqu'on est au niveau des administrations publiques, les objectifs fixés ne sont pas les mêmes. Au niveau des administrations publiques, ce qui importe, c'est l'intérêt général, l'intérêt collectif. Et lorsque nous sommes au niveau des administrations publiques, on cherche à mettre en place ce qu'on appelle les biens collectifs ou les biens publics. Et donc, derrière, vous retrouvez quand même les critères de ces biens collectifs, c'est l'indivisibilité, et en même temps, ces biens collectifs sont financés par les prélèvements obligatoires. Pour simplifier le discours, par les impôts. Les impôts, taxes et redevances. Ouais. Exactement. Ouais. Mais cette efficacité, comment peut-on la mesurer? On peut la mesurer par 3 types de performances. Vous avez par exemple la performance économique. Bien sûr, pour réaliser ces routes et autres, il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de gabegie. D'accord? Et donc derrière, il ne faudrait pas qu'on puisse jeter de l'argent dans un puits sans fond. Et donc là, il faudrait qu'il y ait aussi ces performances économiques qui puissent être réalisées. Bien entendu, le but d'une administration publique n'est pas de faire du profit. On est bien d'accord là-dessus, parce que là, on est dans des formes qu'on appelle des productions non marchandes. Ça, c'est une évidence. En dehors de la performance économique, vous avez quand même la performance sociale. C'est-à-dire que pour comprendre cette performance sociale, il faudrait que je revienne sur les moyens dont disposent les administrations publiques pour mener à bon port leur mission. Et donc là, vous avez par exemple les moyens législatifs, les moyens juridiques. C'est-à-dire qu'une administration doit appliquer les lois qui sont là, les règles qui sont édictées, et à partir de là, nous sommes dans un état de droit, et donc c'est aux administrations. Et l'État ne pourrait que très bien fonctionner, et en dehors de ces moyens juridiques, vous avez les moyens techniques et les moyens structurels, les bâtiments qui vont avec, les routes et ainsi de suite. Là, vous retrouvez ces biens collectifs auxquels je faisais allusion il y a quelques minutes. Et en dernière instance, vous avez les moyens humains, c'est-à-dire le personnel qu'on appelle soit les fonctionnaires ou les contractuels qui sont sous contrat avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire avec ces administrations publiques. Et donc là, lorsque j'étais sur la performance sociale, je reviens sur les moyens humains. Les fonctionnaires sont-ils bien traités par ces administrations publiques pour que ces administrations puissent être efficaces? Tout à l'heure, j'avais dit ceci par rapport à un économiste qu'on appelle Jean Baudin, il n'y a de richesse que d'hommes. Et nous avons des hommes qui sont compétents. Maintenant, ces hommes-là, comment sont-ils traités par la fonction publique? Et ça, c'est un problème. Y a-t-il des promotions qui leur sont dues, qui devraient leur permettre justement d'être toujours productifs? Les fonctionnaires sont-ils si bien rémunérés au point de penser à un concept en économie qu'on appelle le salaire d'efficience, qui est source de meilleure productivité? Vous savez, lorsque vous avez des célébrités qui gagnent des millions de dollars, mais c'est parce que ces célébrités arrivent aussi
à fournir davantage aux entreprises, aux clubs et ainsi de suite, qui les embauchent, qui les recrutent. Et donc c'est la même chose avec les fonctionnaires que nous avons, c'est-à-dire que le fait de traiter, de manager complètement ce personnel, c'est source d'efficacité pour les administrations publiques. Et là, je rejoins certaines personnalités de notre pays qui parlent en termes de leadership et de gouvernance. Parce que cette gouvernance est indispensable et le fait d'avoir ce leadership qui pourrait permettre un management beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus participatif, ça devrait inciter les individus à avoir une meilleure productivité. Et en dernière instance, vous avez quand même la performance sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que nos administrations publiques œuvrent-elles pour l'écologie, pour l'environnement? Parce qu'aujourd'hui, on peut dévaster nos forêts. Est-ce vraiment l'objectif recherché? Même si on dit que le Congo, c'est le problème, enfin, c'est la solution aux problèmes internationaux par rapport au réchauffement climatique, ben, c'est un pays solution. Mais il y a des réformes qui sont déjà lancées par rapport à l'administration publique. Mais parlons de capital humain. Que faut-il faire? Mais vous savez, Monsieur Kambala, l'administration publique, pour qu'elle puisse être efficace, pour qu'elle puisse être efficiente, elle doit répondre à un certain principe de base. Un des principes de base, c'est l'impartialité et la neutralité possible. Lorsque je suis fonctionnaire, vous êtes en face de moi, je vous traite comme un citoyen congolais, point barre. Et celui qui va venir après, qu'il s'appelle Tartampion ou je ne sais pas qui, c'est un citoyen comme vous, comme quelqu'un d'autre. L'impartialité, la neutralité. Premier critère. Deuxième critère, mais donc lorsque je dis impartialité, tout le monde comprend très bien. Deuxième critère auquel j'y crois, c'est la méritocratie. C'est-à-dire ce capital humain qui est utilisé au sein des administrations publiques, c'est après avoir passé des concours. Et on sélectionne les individus en fonction de leur savoir-faire et de leur savoir-être, ce qu'il arrive à donner. Et on les recrute en fonction de ces critères-là, la méritocratie. Et non le clientélisme, comme ça se passe dans notre pays. Ne nous voilons pas à la face. Et non la politisation même. Et non la politisation de l'administration. Et non plus politisation, non plus une forme de tribalisation, pour ne pas dire une forme d'ethnicisation de la fonction publique ou des administrations publiques. Il y a même dans des entreprises où il y a des cellules des partis politiques. Non, mais c'est une hérésie totale. Je dis bien hérésie au sens, si vous voulez, religieux du terme, pour dire que c'est contraire aux vertus qui devraient animer les administrations publiques. Si nous voulons que nos administrations publiques redeviennent vraiment efficaces, il faudrait que nous puissions penser à ces principes qui sont tellement simples. L'impartialité, la méritocratie, et derrière, une meilleure gouvernance avec un leadership digne de ce nom. Quel est votre mot de conclusion par rapport à tous ces engagements qu'on a eu à analyser? Mais ces engagements, je l'avais dit lors de la première émission, donc ceux qui n'ont pas suivi cette première émission devraient peut-être la suivre aussi pour qu'il y ait une sorte de continuum. Aujourd'hui, ce sont des engagements qui font système. C'est un tout. Et je pense que dans les tribulations de notre cher président de la République, dans les promesses, dans ses engagements, il a eu tout à fait raison de se lancer là-dedans. Comment un pays peut-il vivre sans projet de société? Et là, nous avons le projet, la preuve, le gouvernement s'appuie dessus. Sur ces engagements-là. Maintenant, il faudrait ne pas les séquencer, parce que là, on est vraiment dans cette pensée complexe, comme pourrait le penser Blaise Pascal, c'est-à-dire qu'il faut prendre tous ces engagements comme un tout. L'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité, diversification de l'économie, accès aux services sociaux de base, l'efficacité de l'administration publique. Le tout, diversification de l'économie,
Donc ça fait un tout. Ça fait un tout. Tant qu'on ne pense pas ce schéma-là de manière totalisante, on va passer à côté de la plaque. Mais derrière, plusieurs fois, vous avez utilisé aussi ce vocabulaire de volonté politique. Ouais. Et ça, c'est très, très important. Ouais. On peut avoir un meilleur projet de société si on ne se donne pas les moyens réels d'atteindre ces objectifs-là fixés. C'est un coup d'épée dans l'eau. Et ça devient un mal endémique congolais que de vouloir faire des promesses qui ne sont pas tenues. Mais qui ne sont pas tenues, pourquoi? Parce que justement, nos administrations publiques ne se fondent pas sur des bases, sur des principes qui devraient engendrer l'efficacité et l'efficience. Et lorsque vous avez des individus, des citoyens, des concitoyens qui se sentent lésés, qui se sentent exclus de la société congolaise ne forme plus un corps cohérent. Et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait que nous puissions travailler pour que chacun de nous puisse prendre conscience qu'il s'agit d'un projet commun et ce projet commun nécessite l'engagement de tous, pas seulement du président de la République. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou, d'avoir accepté de participer une fois de plus à cette émission. Merci aussi à vous, téléspectateurs. Seule la volonté politique peut changer beaucoup de choses en RDC. Merci beaucoup, à la prochaine.